Salut à tous, nouvelle vidéo en coopération avec l'excellent journaliste Maximilien Delvalle. Je prends bien sûr un cadre sympathique, vous savez que j'aime bien tourner mes vidéos comme ça au coucher du soleil. J'en profite bien sûr pour souhaiter un excellent mois de Ramadan à toutes les musulmanes et les musulmans qui me suivent. Et je suis d'autant plus touché par ça que c'est un chrétien qui me l'a souhaité dernièrement. Mais j'ai voulu choisir ce thème et cet endroit un peu beau, ce moment beau de la journée, pour parler d'un sujet grave, dans le but bien entendu de le transcender. Et le sujet grave que Maximilien Delvalle et moi-même avons choisi, c'est celui de la dégradation psychologique, pas seulement des Français en réalité, du monde entier. L'OMS a rendu ces chiffres, il y a eu plus de morts par suicide cette année que de victimes de la Covid-19 dans le monde. C'est un chiffre qu'il faudrait méditer tout de même. Alors bien entendu, le suicide n'est pas aussi contagieux qu'une maladie virale, même s'il existe des contagiosités dans les dépressions. Et puis on sait, et beaucoup d'experts de plus en plus pointent du doigt, avant les confinements, avant les mesures complètement timbrées qui ont été prises dernièrement, eh bien notre système éducatif comme contributeur à la dépression et au paradoxe du développement. On sait que les pays qui ont atteint un certain niveau de développement ont tendance à voir leur taux de suicide par 100 000 habitants augmenter. Des pays donc qui n'étaient pas industrialisés ont moins de suicides par 10 000 habitants. Ça donnerait peut-être cette impression superficielle qu'on se suicide que quand on a le temps, même si bien entendu le problème est beaucoup plus grave et fondamental que cela. Cela dit, comme je l'ai dit dans Libérer votre cerveau et je continue à le penser, une société qui produit autant de dépressifs ne peut pas se considérer comme couronnée de succès et doit impérativement interroger sa raison d'être et son fonctionnement. Cette vidéo, je veux la dédier à un héros, à un martyr, mais je préfère dire héros parce qu'il a survécu et qu'il peut vraiment maintenant nous inspirer toutes et tous. Et je veux parler du professeur Jean-Louis Kakomo. Jean-Louis Kakomo, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un héros dans le sens où il a survécu. Vous savez, c'est comme au Vietnam. En Vietnam, on dit j'ai fait un tour, j'ai fait 2 tours comme un tour opérateur. C'était pour un peu essayer de désacraliser ça. J'ai fait 2 tours. Eh bien, Jean-Louis Kakomo, il a fait 2 tours illégaux contre son intérêt et en violation de toute déontologie médicale en hôpital psychiatrique forcé de 18 mois chacun. Le bonhomme a été mis de force, drogué au maximum. Ils ont essayé de le dégommer, le type. C'est ce qui ressort en tout cas des témoignages que l'on a et des données maintenant que l'on a. Donc c'est TV Liberté qui a été, je les salue, la première chaîne à donner la parole à Jean-Louis Kakomo dans un scandale sanitaire et universitaire, un scandale de corruption académique, au moins du niveau du scandale du charnier de Paris-Descartes. Je vous rappelle que dans le scandale du charnier de Paris-Descartes, Frédéric Dardel court toujours. Il est tranquillement en liberté en ce moment et il se vante de se faire des petites burratas par-ci par-là. Tant mieux pour lui. Eh bien, on a un autre scandale universitaire avec l'affaire Kakomo. Et je veux vraiment dédier cette vidéo à Jean-Louis Kakomo parce que il faut que toutes les personnes qui ont été atteintes dans leur psychologie par les confinements, par l'instabilité économique, par le fait qu'on va avoir énormément de patrons de restaurants et de tenanciers qui vont perdre leur travail et qui sont dans des situations économiques très difficiles. Eh bien, toutes ces personnes-là, je veux leur dire, pensez à Jean-Louis Kakomo. C'est un peu comme on disait aux enfants, pensez à Saint-Georges qui a terrassé le dragon. Eh bien, pensez à Jean-Louis Kakomo, ce héros qui a pu survivre à 2 tours de 18 mois d'hôpital psychiatrique forcé, sans aucun intérêt bien entendu pour une maladie imaginaire qu'il n'avait pas, et qui en est sorti, je ne vais pas dire indemne, mais en tout cas plus fort, plus déterminé, et aujourd'hui bien entendu en parfaite santé. Bien à chaque fois, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo dédiée à la santé mentale des Françaises et des Français, eh bien rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui a survécu à infiniment pire que les confinements, que la perte de son travail, etc. et qui l'a fait x2. Alors l'histoire, l'affaire Kakomo, qu'est-ce que c'est ? Jean-Louis Kakomo, professeur d'économie à l'université de Perpignan, qui commence à parler à la presse d'un trafic présumé de faux diplômes dans l'université, où donc notamment des étudiants étrangers pourraient donner de l'argent à l'université pour recevoir des diplômes qui ne seraient pas forcément reconnus par l'État, et Jean-Louis Kakomo en parle notamment aux Parisiens. À la suite de cela, il se retrouve à 6h du matin
interné de force. D'abord, son président d'université le convoque en lui disant qu'il ne faut plus qu'il parle à la presse, ce qui est une violation absolue et patente du droit des enseignants-chercheurs à la libre expression. C'est un droit qui leur est reconnu aussi bien dans le code de l'éducation que dans les usages en République française. Donc là, on a son président d'université qui lui dit « Ouh là là, faut arrêter de parler de ces histoires de faux diplômes, hein, c'est bon ». Et puis, comme évidemment Jean-Louis Cacomo, il est taquin, il décide de continuer d'en parler, et boum, un matin, à 6h du mat, en 2009, il voit arriver une ambulance qui l'emmène de force à l'hôpital, soi-disant pour 2 jours. Ça va durer 18 mois. Internement, donc HDT, hospitalisation à la demande d'un tiers, et la grave illégalité qui aurait dû mettre des gens en examen, eh bien les tiers qui vont signer son hospitalisation d'office sont des collègues de travail. Ça, c'est totalement irrégulier. D'ailleurs, on a un autre cas, beaucoup plus tard, je crois que c'était en 2019, où on avait un employé d'une préfecture, si ma mémoire est bonne, c'était à Cannes ou à Antibes, et cet employé a été hospitalisé sur la demande de son préfet, oui, son préfet, son supérieur hiérarchique. Bien entendu, le juge des libertés a cassé cette décision en moins de 72 heures. Eh bien non, pour Jean-Louis Cacomo, ça a duré 18 mois. On a essayé de casser sa famille, ses liens avec ses enfants, sa crédibilité. On a procédé à ce qu'on appelle, quand on est un spécialiste du sujet, une character assassination. On a essayé de détruire sa crédibilité et son caractère pour qu'il ne parle pas d'affaires embarrassantes. Il règne d'ailleurs une vraie obscurité sur toutes ces affaires à l'université de Perpignan. D'abord, on a tout de même eu un meurtre sur le campus. On a eu un étudiant chinois qui avait des antécédents psychiatriques, qui a été libéré et qui a commis un meurtre pendant sa libération. C'est une affaire tout à fait suspecte. Enfin, toute la lumière n'a pas été faite dans la région. Et évidemment, j'invite les journalistes intègres nationaux, bien entendu, certainement pas les locaux. J'invite les journalistes nationaux intègres à essayer d'enquêter sur cette affaire sur laquelle toute la lumière n'a pas été faite. Quoi qu'il en soit, Jean-Louis Cacomo se retrouve hospitalisé d'office, sa vie complètement foutue en l'air, aussi bien familiale que professionnelle. Et après, enfin, il finit par sortir, la rebelote, le nouveau président d'université qui s'appelle Laurent et qui voulait être candidat à la mairie de Perpignan, va le refaire interner d'office, avec la complicité d'un médecin vraisemblablement, en tout cas d'après les dires du professeur Cacomo. Et ce Laurent va invoquer le principe de précaution. Oui, j'interne quelqu'un par précaution, on ne sait jamais. Et Cacomo va refaire comme ça 18 mois d'internement psychiatrique beaucoup plus lourd, beaucoup plus agressif, avec des électrochocs. On va tenter de l'électrocuter. Vous savez, il n'y a aucune preuve scientifique que les électrochocs marchent. Lui, on va lui en faire. Et il va survivre à ça. J'insiste, à chaque fois dans votre vie que vous verrez quelqu'un, un ami, un collègue, tenancier de bistrot, propriétaire de restaurant, entrepreneur qui a été foutu sur la paille et dont la vie a été détruite par les mesures complètement débiles qui ont été prises par le gouvernement français pendant la Covid-19, à chaque fois que vous aurez ça, souvenez-vous de Saint Jean-Louis Cacomo qui lui a terrassé bien pire dragon dans des conditions infiniment plus difficile. Si je devais représenter sa défense, parce que l'affaire est loin d'être finie, même s'il y a eu des jugements bâclés dans cette affaire, l'affaire est très loin d'être finie. Si je devais donc représenter sa défense, je rappellerais ces 2 cas. D'abord, cette personne qui a été internée par son préfet dans les Alpes-Maritimes et qui, bien sûr, le jugement a été cassé, le juge des libertés a cassé cette décision complètement timbrée. Et puis on a l'affaire aussi des irradiés d'Épinal au début des années 2000, où on a des opérateurs médicaux qui ont fait de la prison ferme parce qu'ils avaient surirradié plus de 450 patients. Et là, ce qui a été plaidé notamment, c'était les coups et blessures. Je pense, bien entendu, qu'il faudrait, s'il y a des conseillers légaux, des juristes, des avocats dans ma communauté, si vous voulez défendre Cacomo dans cette affaire et aller au fond de cette affaire sordide où on a violé la liberté de quelqu'un, où on lui a infligé des traitements de force qui n'étaient en aucun cas dans son intérêt et dont justement l'intérêt pour le patient n'a jamais été démontré, je vous recommanderais de plaider les coups et blessures en réunion, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, Jean-Louis Cacomo a subi des coups et des blessures internes. C'est encore plus grave et on a tout un tas de juridictions, notamment aux États-Unis, mais ailleurs aussi, où les coups et blessures internes ont été jugés pire que des coups et blessures externes. Un match de boxe, il ne faut pas 4 ou 5 ans pour s'en remettre. Les sévices qu'a subi Jean-Louis Cacomo, il lui a fallu plus de 4 ou 5 ans pour s'en remettre.
Et ça, c'est bien une preuve suffisante du fait que ces sévices étaient supérieurs à des coups dans la gueule qui auraient été reçus dans la rue. Alors, évidemment, je voudrais parler de la psychiatrie en général, puisque on a donc, dans l'année 2020, eu plus de morts par suicide dans le monde que par le syndrome respiratoire aigu sévère causé par le coronavirus 2 qui le cause. Et notamment en Colombie, on a maintenant des statistiques de suicide horribles. Nettement en hausse, c'est-à-dire que oui, bien évidemment, en détruisant le futur, on a cette jeune barbière aussi, à laquelle je voudrais co-dédier cette vidéo avec Jean-Louis Cacomo. Elle n'a pas survécu. Elle avait son diplôme de barbier, elle allait ouvrir son entreprise. C'était un beau symbole d'une jeunesse qui entreprend et qui est prête à voir le futur de façon optimiste. Eh bien, on l'a retrouvée pendue à cause du fait que les mesures gouvernementales ont détruit complètement le business de tout un tas de petits entrepreneurs. Donc, Dimitri Maiman, Dimitri, vous le savez, c'est mon monteur et gestionnaire de ma chaîne YouTube. Dimitri Maiman, mets-moi un petit Jean-Louis Cacomo, ping, avec une auréole, parce que c'est le saint patron de toutes les personnes qui seraient tentées par la dépression dans cette situation. Bien entendu, je veux vous citer aussi cette expérience de psychologie. On a beaucoup parlé de l'expérience de Milgram pendant la crise du coronavirus et du fait que oui, les gens pouvaient être soumis à l'autorité. On a l'expérience de la prison de Stanford, mais je voulais vous parler aussi de l'expérience de Rosenhan, dans les années 70, par laquelle le professeur Rosenhan a voulu montrer que dans une trop grande majorité de cas, la psychiatrie est une pseudoscience. Oui, c'est horrible de dire ça, mais dans une grande majorité de cas, la psychiatrie fonctionne comme une pseudoscience, c'est-à-dire qu'on a des psychiatres, bien entendu. On a tout de même une grande majorité de psychiatres qui font leur travail et qui essaient de travailler dans l'intérêt du patient, mais Rosenhan a démontré dans les années 70 qu'on avait une grande quantité de psychiatres, trop grande pour être ignorée puisqu'il l'a démontré expérimentalement, qui faisaient tout pour confirmer la maladie de leurs patients imaginaires. Rosenhan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des acteurs se faire interner dans des hôpitaux psychiatriques américains en jouant les symptômes de la schizophrénie. Mais ces acteurs devaient arrêter de jouer le jour même de leur internement. Et le but de cette expérience, bien sûr, était de voir combien de temps il faudrait aux hôpitaux et aux professionnels de la psychiatrie pour enfin se rendre compte que ces patients étaient totalement sains d'esprit et les faire sortir. Et bien dans certains cas, et on va rappeler l'affaire Cacomo, il a fallu 18 mois. Et Rosenhan faisait partie de son expérience. Alors bien sûr, on a eu tout un tas de pseudo-méthodologistes qui ont dit « mais oui, si Rosenhan faisait partie de son expérience, elle était forcément fausse », en dépit bien entendu de tous les autres cas de faux positifs, c'est-à-dire de faux patients diagnostiqués comme schizophrènes, qui étaient des acteurs dans d'autres hôpitaux psychiatriques. Et évidemment, l'expérience de Rosenhan, tout a été fait pour la discréditer, pour dire mais non, ce sont des cas à part, dans mon hôpital, ça n'arriverait jamais. Alors par exemple, il faut savoir qu'on avait des cas, par exemple, donc d'internes qui notaient comme ça, qui apprenaient avec un professeur en psychiatrie, et les acteurs ont rapporté, 2 acteurs dans le même hôpital psychiatrique ont rapporté avoir entendu ça. C'était donc au self-service ou à la cafétéria, et on avait le professeur qui disait « Voyez, ça c'est un comportement typique d'acquisition orale. » Un comportement typique d'acquisition orale. Les patients étaient en train de manger juste. Hein. Non, ça devenait un comportement pathologique. C'est un comportement typique d'acquisition orale. Bon. Et ça, c'est de la pseudoscience. Quand vous essayez, quand vous virez toutes les données qui vous dérangent et que vous gardez toutes les données ou toutes les éventuelles pseudo-données qui pourraient vous servir, eh bien, vous faites de la pseudoscience. Les zététiciens sont d'immenses spécialistes de cela. Dès que vous faites du cherry picking, donc que vous ne sélectionnez que les données qui vous arrangent, vous faites de la pseudoscience. Encore une fois, toutes les personnes qui me suivent savent que c'est comme ça que ça marche pour les zététiciens qui m'attaquent depuis presque 6 ans maintenant. Ils pratiquent la pseudoscience puisqu'ils ne veulent pas voir en face. Par exemple, le fait que j'ai été chercheur invité à l'université Stanford, c'est quelque chose comme des vampires. Vous leur mettez ça sous les yeux, immédiatement ils fondent comme un vampire à la lumière du soleil. Mais là, on avait une pseudoscience psychiatrique qui était vraiment la même, c'est-à-dire qu'on avait des patients qui étaient sains, mais le simple fait d'aller chercher de la nourriture à la cafétéria devenait un symptôme de plus de leur schizophrénie. Alors, comme je vous le disais, tout un tas de psychiatres ont dit « c'est pas dans mon hôpital que cela arriverait ». Alors Rosenhan a fait une deuxième expérience où il a dit à un grand nombre d'hôpitaux psychiatriques « écoutez, dans une période, je crois que c'était 18 mois, je vais vous envoyer des faux patients. Et vous allez devoir les repérer et on va bien voir si vous en êtes capable. »
Alors, les hôpitaux psychiatriques lui ont envoyé, à Rosenhan, 18 mois plus tard, une liste de faux patients présumés. Ils étaient sûrs, lui c'est un faux patient. Et bien sûr, Rosenhan leur a dit « Je ne vous ai envoyé personne ». Et cela prouve bien que vos méthodes diagnostiques ne sont pas fiables scientifiquement, elles ne sont pas reproductibles et elles procèdent davantage de la croyance que du diagnostic reproductible externe vérifiable. Malheureusement, la psychiatrie n'a jamais pris en compte les expériences de Rosenhan dans ses procédés. À part dans quelques détails éventuels de standardisation des diagnostics, dans l'admission des patients et dans le traitement et dans la façon donc d'essayer de repérer les faux positifs, la psychiatrie contemporaine n'a jamais pris en compte de façon systémique les expériences de Rosenhan. Et Jean-Louis Cacomo en est un parfait exemple, puisque interné de force alors qu'il était sain d'esprit, il lui a fallu 2 fois 18 mois pour sortir. Bien entendu, on peut tout de même soupçonner, et je ne vous en voudrais pas si vous le soupçonnez vous aussi, qu'il y a eu des médecins, des personnes qui ont prêté le serment d'Hippocrate de défendre l'intérêt médical de leurs patients, qui n'aient pas agi dans l'intérêt médical de Jean-Louis Cacomo. Quoi qu'il en soit, il a survécu, et donc il faut lui dédier la santé mentale des Français et la lutte qui vient. Pour décrire cette lutte en détail, je donne la parole à Maximilien Delvallée, qui a préparé un sujet complet là-dessus. Oui, merci beaucoup Idriss de me recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet vraiment extrêmement important et grave, qui est le sujet de la souffrance des jeunes aujourd'hui. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que la politique sanitaire qui est menée depuis 1 an, non seulement est une politique qui est évidemment mauvaise d'un point de vue de la santé publique, mais en plus qu'elle a des effets évidemment qu'on ne peut cesser d'ignorer aujourd'hui et qu'il faut absolument interrompre de manière à préserver notre futur. Alors c'est vrai que Idriss a été plutôt, on va dire, optimiste en évoquant l'exemple du professeur Cacomo, qui a survécu quand même à 2 expériences d'internement, ce qui est tout à fait incroyable. Mais moi, je vais être plutôt l'ange de mauvais augure aujourd'hui, parce que en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que courage ou pas courage, si on ne sort pas très très vite de cette situation, on risque vraiment de vivre des années extrêmement difficiles dans les années à venir. Alors, d'abord, pour vous mettre un peu de contexte, une des raisons de mon intervention aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, j'ai commis une tribune dans le Figaro pour parler de la souffrance des jeunes en France en 2020 et en 2021. Cette tribune, je l'ai pondue pour répondre en fait à un grand professeur qui s'appelle le professeur Gilles Pialou, qui est professeur à la PHP, qui est infectiologue, que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait de nombreuses interventions médiatiques. Et en fait, ce que disait le professeur Gilles Pialou chez Laurence Ferrari, en février, je crois, c'est que, en somme, on mettait beaucoup l'accent sur la souffrance des jeunes aujourd'hui, alors qu'en vérité, selon lui, il y a eu moins en fait, de suicides en 2020 qu'en 2019, si bien que finalement, la situation n'est pas si grave que ça, et que pour lui, on pouvait continuer à confiner. On dit beaucoup, les jeunes sont en souffrance, et je le sais, j'ai des enfants de tout âge, les jeunes sont en souffrance. Mais il y a eu moins de suicides, en 2020 qu'en 2019. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas plus en 2021, parce que ça peut avoir un effet décalé. Alors, évidemment, c'est pas exactement un mensonge, ce qu'a dit Gilles Pialou, mais c'est une sorte de distorsion des chiffres, une sorte de manipulation des données. Pourquoi ? En effet, sur le papier, il a raison. La HAS et Le Monde l'ont confirmé. Il y a eu, en effet, moins de suicides, même, je crois, en 2020 qu'en 2019. Sauf que, évidemment, c'est une bombe à retardement, cette situation. Pourquoi ? Parce que les envies suicidaires, elles, ont bien explosé en 2020, à défaut des suicides eux-mêmes. Et on a eu la preuve que c'est une bombe à retardement, cette situation, puisque début 2021, c'est-à-dire maintenant, on a vu les passages à l'acte, en vérité. Tu peux nous raconter ? Je fais une dépression et je suis triste et ça me donne envie de mourir. C'est-à-dire que concrètement, la situation qu'on a aujourd'hui en France, c'est des enfants de 11 ans, de 12 ans, comme le disait Marie-Estelle Dupont encore à la télé, des enfants de 11 ans, de 12 ans, qui se retrouvent en hôpital psychiatrique parce qu'ils ont essayé de se suicider. C'est évidemment quelque chose de tout à fait exceptionnel comme situation. Pourquoi ? Parce que les enfants, en fait,
ne sont pas une population qui est très prompte à se suicider. C'est très très rare parce que l'instinct de survie est très développé chez les enfants. Donc quand en fait des enfants d'une population commencent à se suicider, c'est qu'il y a un problème très très grave avec la société dans laquelle ils vivent. Alors c'est vrai que Idriss a mentionné l'expérience de Rosenhan, et je vais pouvoir faire vraiment un lien avec ma démonstration parce qu'aujourd'hui on est un peu justement dans une sorte d'expérience de Rosenhan à ciel ouvert. Alors pourquoi ? Parce qu'on a des médecins en charge de la santé publique qui voient des malades partout, comme dans l'expérience de Rosenhan, et qui du coup décrètent que sous prétexte que nous pouvons tous être malades de la Covid, eh bien il faut enfermer l'intégralité de la population pour protéger les plus à risque. Alors que la majorité de la population aujourd'hui en France, on ne le répète pas assez dans les médias, ne risque pas de mourir. Même chez les personnes âgées, alors qu'il est évidemment plus élevé chez les personnes âgées, mais il reste faible tout de même, et extrêmement faible pour le reste de la population, et notamment les jeunes, notamment les enfants. Alors, ce que j'aimerais essayer de vous expliquer maintenant, c'est pourquoi est-ce que cette souffrance des jeunes, elle est si importante et elle est si problématique d'un point de vue sanitaire. En fait, le calcul qui est fait avec le confinement aujourd'hui, c'est un mauvais calcul sanitaire. Pourquoi ? Parce que ça repose sur l'idée que, en fait, si on enferme les gens, on les protège, et notamment les jeunes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les jeunes risquent peu de mourir de la Covid-19. Donc, quelle est finalement la seule chose que l'on fait en les enfermant ? Eh bien, en fait, c'est dégrader leur système immunitaire. Alors, vous avez l'impression que peut-être je suis en train d'extrapoler un petit peu en parlant de dégradation du système immunitaire. Pas du tout. Il y a une étude qui est sortie par une équipe chinoise sur la Biobank, qui est une banque de données anglaise, et qui a établi une relation très ténue, très nette, entre l'anxiété, la dépression et globalement toutes les affections psychiatriques et le risque de faire des Covid sévères. Alors évidemment, ces résultats, ils sont tout à fait logiques, puisqu'en 91, dans le NEJM, on avait déjà un grand spécialiste de la psychiatrie américaine qui s'appelle Sheldon Cohen, qui écrivait déjà que en fait, le risque de maladies respiratoires, et notamment de détresse respiratoire aiguë, le fameux syndrome de détresse respiratoire aiguë qu'on a avec la Covid-19, eh bien en fait, il augmente quand vous avez des affections psychiatriques, quand vous avez des pathologies psychiatriques. Donc vraiment, aucune surprise dans ces résultats de l'équipe chinoise. En fait, on sait que si vous êtes mal dans votre peau, eh ben vous tombez plus malade, et évidemment, vous tombez plus malade de la Covid-19. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment quand on confine les jeunes ? Qu'est-ce qu'on leur fait véritablement ? Alors qu'ils risquent peu de mourir, eh bien en fait, on dégrade leur système immunitaire. On les transforme en vieux, on les transforme en personnes à risque. Et c'est pour ça que c'est évidemment absolument absurde de les confiner. En plus, il n'y a pas que les maladies psychiatriques aujourd'hui qui sont un véritable problème chez les jeunes. Il y a le problème de la sédentarité. Vous savez peut-être que l'OMS a déclaré il y a quelques années que la sédentarité était en fait une des causes globales de développement de pathologies diverses, en fait, les plus graves. Donc, en fait, avec le confinement, entre sédentarité et dégradation psychologique des individus, comme je vous le dis, on affecte directement le système immunitaire des jeunes et on les transforme en vieux. On les transforme en fait en personnes à risque elles-mêmes. C'est pour ça, en fait, que la stratégie du confinement sur les jeunes, elle est délétère, elle est mauvaise d'un point de vue de la santé publique. Évidemment, ce genre de réflexion, vous ne le voyez pas trop souvent à la télé. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est face à des professeurs de médecine qui sont devenus ce que les Allemands appellent les fashion idiots, je crois. Alors, je crois que c'est les Allemands, il faudra vérifier, mais je crois que c'est eux qui disent ça. Et les fashion idiots, c'est quoi ? C'est les gens qui voient le monde à travers leur petite discipline, leur petit point de vue. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui sont infectiologues, qui sont réanimateurs, qui voient leur service surchargé, ce qui est évidemment un drame, ce qui est évidemment une horreur. Mais en fait, comme ils voient leur service surchargé, ils voient le monde à travers ce service surchargé et ils ont l'impression qu'il faut absolument que ça cesse toute cette souffrance. Sauf que la politique, et notamment la politique de santé publique, ça n'est rien d'autre qu'essayer d'établir un équilibre entre différentes composantes de la santé publique. Or, les réanimations surchargées ne sont qu'une seule composante en fait, de la santé publique. Et comme le disait très bien Marie-Estelle Dupont, la psychologue qui intervient souvent chez Éric Brunet, sur LCI, eh bien en fait, on ne doit pas rendre toute la population malade, et notamment les jeunes, notamment les forces vives de ce pays, sous prétexte qu'il y a une partie qui souffre.
moi je comprends pas comment un médecin peut soutenir ça, avec tout le respect que j'ai pour vous monsieur, et pour le travail que vous accomplissez. Comment éthiquement vous pouvez en 2021, au bout d'un an, penser que enfermer de force des gens qui ne sont pas malades n'a pas un rapport bénéfice-risque absolument tragique. En plus, il y a évidemment un autre facteur que j'ai évoqué dans ma tribune pour Le Figaro, qui est sous-estimé aujourd'hui, donc pour des raisons que je ne comprends pas, ça n'est absolument jamais évoqué sur les plateaux, c'est le problème posé par le chômage. Alors pourquoi ? Parce que en fait, aujourd'hui, quand vous augmentez le chômage d'1%, vous augmentez également toutes les maladies. Or, évidemment, qui va souffrir dans cette crise le plus des conséquences économiques des confinements? Ce sont les jeunes, ce sont les primo-accédants au marché de l'emploi. Qu'est-ce qui va arriver pour eux? Évidemment, ils vont essayer de rentrer sur le marché du travail, ils ne vont pas trouver d'emploi, ils vont se trouver en chômage longue durée. Et le problème, c'est que depuis très longtemps, il y a des études qui ont établi qu'il y a une relation directe entre la dégradation sanitaire d'une population et son nombre de chômeurs. En fait, quand vous augmentez le chômage de quelques pourcents, vous augmentez également tous les facteurs de risque. Vous augmentez les maladies cardiovasculaires, vous augmentez les cancers, vous augmentez les dépressions, vous augmentez les dépendances. Et qu'est-ce qui se passe quand vous augmentez tous ces facteurs de risque? Eh bien évidemment, vous avez une population qui est plus malade. Voilà. Une population plus au chômage, c'est une population qui est plus malade. D'ailleurs, il a été également établi, vous pourrez le retrouver dans un article de Libération qui était paru il y a quelques années, il y a à peu près entre 10 000 et 14 000 personnes qui meurent directement à cause du chômage chaque année. Et lors de la crise de 2008, il y avait aussi un autre article qui était paru dans Le Figaro qui montrait que, suite aux conséquences de la crise de 2008, il y avait eu, je crois, 500 000 morts directement imputables à cette crise, de par, à nouveau, les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc, si aujourd'hui, vous prenez la politique sanitaire qui est menée, en fait, on est véritablement dans une situation tout à fait inédite, où on choisit de dégrader volontairement, d'une certaine manière, la santé d'une population jeune, soi-disant pour la préserver, alors qu'elle ne risque pas de mourir, alors qu'elle n'est pas à risque. C'est évidemment un très très mauvais calcul. Et c'est pour ça que cette politique de santé publique, il faut absolument qu'elle soit changée, qu'elle change de cap. Alors évidemment, pour préciser un peu mes propos, je ne crois pas qu'il y ait une envie volontaire du gouvernement français de faire du mal aux jeunes aujourd'hui. Je pense que simplement le gouvernement français est très mal conseillé, qu'il est conseillé par des gens qui, comme je vous le dis, sont des fashion idiots, c'est-à-dire des gens qui voient le monde à travers juste les problèmes de leur discipline et qui ne se rendent pas compte nécessairement des problèmes de santé publique au sens large. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est régulièrement dénoncé par les spécialistes de la santé publique. Vous avez par exemple le fameux Martin Blachier, qu'on voit beaucoup sur les plateaux, sur CNews, etc., qui disait aujourd'hui que la situation elle est complètement intenable. Quand vous regardez l'étude Coviprev, par exemple, qui est une étude qui est spécifiquement chargée de traquer l'augmentation des addictions dans la population française aujourd'hui et les conséquences psychiatriques directement liées à la politique sanitaire, et Coviprev nous montre que la population française, et notamment la population jeune, va de plus en plus mal. Alors pourquoi il faut cesser? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à dégrader volontairement, à mettre en danger le futur, les forces vives de la population française. C'est un pari qui est un pari, j'ai envie de dire de manière un peu provocatrice, de boomer. C'est-à-dire, vous avez toute cette population plutôt âgée qui en fait a connu les belles années, les années 60, 70, qui n'a pas connu le chômage, qui a connu la croissance, qui aujourd'hui approche de la retraite, qui a très 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 peur, qui a peur de mourir à cause de la Covid-19 et qui, avec une sorte d'idéal de zéro risque qui n'existe pas et qui n'a jamais existé, en fait, qui n'existe que dans leur tête, veut enfermer toute la population jeune pour se protéger, alors que ça n'est pas efficace et que ça en fait également une population à risque, une population qui risque plus de contracter le Covid, de par cette politique de santé publique. Donc, en conclusion, on se rend bien compte aujourd'hui que la politique sanitaire menée est une mauvaise politique de santé publique. Et d'ailleurs, c'est ce que disait très bien le professeur Ioannidis dans son article pour le European Journal of Clinical Investigation, je crois, où il expliquait qu'il y avait un risque de surmortalité aujourd'hui lié directement
à la politique sanitaire menée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, en vérité, sous prétexte de sauver des vies aujourd'hui, c'est des morts pour des années et des années à venir. Des morts liées à la sédentarité, des morts liées aux maladies psychiatriques, des morts liées au chômage, etc. etc. Donc il faut évidemment rompre, à mon opinion, immédiatement avec cette politique de santé publique. De toute façon, je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui qui s'en rendent compte jusqu'au plus haut sommet de l'État. On voit bien que le président Emmanuel Macron commence de plus en plus à faire évoluer sa politique, sous pression d'une partie du conseil scientifique, d'ailleurs, puisque vous avez le professeur Franck Chauvin, dont je vous invite à regarder les récentes déclarations, qui a dit que c'était évidemment en directe contradiction avec le serment d'Hippocrate de continuer à enfermer de cette manière la population française, sous prétexte même de sauver des vies. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train un petit peu de changer en politique. On n'est pas encore malheureusement arrivé au bout de notre malheur, mais c'est pour ça que je voulais faire cette intervention pour essayer de vous expliquer un peu pourquoi il faut rompre avec cette politique de santé publique. Donc encore merci Idriss pour le temps que tu as bien voulu m'accorder. Et puis on se retrouvera peut-être bientôt pour d'autres points sur l'épidémie du Covid-19. Alors voilà, en conclusion, eh bien, rappelons-nous que les régimes totalitaires ont tendance à psychiatriser leurs dissidents. L'Union soviétique faisait beaucoup ça. L'Union soviétique adorait psychiatriser ses dissidents, on le voit d'ailleurs dans cet excellent film qui est tiré d'une histoire vraie, L'Aveu. L'Aveu donc qui raconte comment dans les purges hongroises, eh bien, on a pu faire croire à des gens qu'ils étaient fous, en tout cas faire croire au public qu'ils étaient fous, les psychiatriser à outrance, leur extorquer des aveux. En Union soviétique, on pouvait injecter de très fortes doses d'aldol, de halopéridol, un antipsychotique qui à forte dose rend fou définitivement. Eh bien ça, c'était quelque chose que l'on pouvait observer en Union soviétique. Sachez cela, sachez que la prochaine phase maintenant est peut-être la character assassination du public en général, c'est-à-dire de dire, vous savez, quand on a le gouvernement qui dit « Oh, je m'inquiète de la santé mentale des Français », eh bien oui, les Français vont devoir peut-être être mis sous tutelle, on s'inquiète de leur santé mentale, peut-être qu'ils ne sont plus responsables de leurs actes, peut-être qu'il faudrait arrêter définitivement de demander aux Français leur avis sur des choses aussi simples que les élections ou la politique publique. C'est peut-être la prochaine phase, et je veux bien entendu que mon audience soit au courant de ces expériences de psychiatrisation, pour rappeler bien entendu que en aucun cas un État n'a le droit de psychiatriser sa population.